mon meilleur souvenir d'enfance, c'était aller à la pêche avec ma mamie, la mère de ma mère. Donc on prenait la pirogue pour aller chercher des espèces de plantes différentes pour faire ce qu'on appelle... on les mélange avec de l'argile rouge et ça permet de droguer les poissons dans les petites rivières. Ça s'appelle livrer le poisson. Ça, c'est mon meilleur souvenir. La barrière de la langue, c'est difficile. L'enfermement, c'est difficile. Je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'était pas ça. En fait, il y avait des chevaux et des papiers. La Croix-Rouge n'avait pas la capacité d'aider tout le monde. Quand tu sors de chez toi, tu sais même pas quand tu vas rentrer, tu vois. Me canso vida. Oíste. T'es 5 policiers pour moi toute seule. Un peu comme des Taïmiri derrière la cage et on tend des bananes. Horizon Migration, un podcast de Camille Doms. Ce qui est le plus ressorti lors des entretiens que j'ai pu avoir avec des personnes sans papier, c'est la question du travail. Souvent, elles déploraient leur interdiction de travailler. Elles voulaient être autonomes, couvrir leurs besoins et ne pas dépendre d'aide. Elles étaient prêtes à prendre beaucoup de boulot, même les plus précaires, même les moins bien rémunérés et même avec des horaires qui ne leur permettent pas de voir leurs enfants. Mais on le leur interdisait. Leur journée était donc animée par leur régularisation. L'école, dans certains cas, ou les proches, dans d'autres. Mais l'ennui restait très présent. Un matin, j'ai rencontré Oscar à la CIMAD. Il venait demander des informations. Après lui avoir répondu, nous avons discuté et je lui ai proposé de raconter son histoire. Je vous laisse avec son témoignage qui illustre parfaitement l'absurdité de la question du travail à laquelle sont confrontées les personnes voulant se régulariser. Mon enfance au Suriname s'est passée au pays Saramaka, c'est-à-dire sur le Suriname Rivers. C'est là où vit la communauté Saramaka du Suriname. Bon, maintenant, ils sont un peu éparpillés partout, mais ils viennent tous de là. Et qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit ? C'est après que je suis arrivé en Guyane que j'ai entendu parler de ce qui était métier. Donc au départ, moi, je voulais être pilote de chasse. Et quand tu avais 2 ans, ton père, il est parti en Guyane. Est-ce que tu peux raconter pourquoi il est parti et ce qu'il a fait ici ? Alors, mon père est parti en Guyane au départ pour rejoindre son père et aussi pour trouver du travail ici en Guyane parce que le salaire était un peu plus élevé qu'au Suriname, ce qui est toujours le cas actuellement. Donc au départ, c'était pour le travail. Donc il est venu en Guyane pour du travail parce que justement à cette époque-là, il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour notamment construire tout ce qui était le barrage, la base spatiale, les routes, les infrastructures qu'il y a ici dans la Guyane. Donc il y avait beaucoup de travail. Ils avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc mon père est arrivé à cette époque-là de la Guyane. À 6 ans, tu rejoins ton père en Guyane. Est-ce que tu peux raconter ce dont tu te souviens du trajet et qui était avec toi à chaque moment ? Par où vous êtes passé ? Par quel moyen de transport vous êtes passé ? Alors, très bonne question. Moi, j'étais au pays Saramaka avec ma mamie. Quand un beau jour, il y a un tonton, cousin de ma mère, qui vient me dire « Ouais, bon, ton père, il aimerait que tu le rejoignes en Guyane. » Donc, moi, j'étais super excité, super content et tout. Donc, avec ma mamie, on a préparé toutes mes affaires. Et de là, on a pris la pirogue de mon village, Kambaloa jusqu'à Achoni, qui est la gare fluviale du fleuve Suriname River. Et ensuite, de Achoni, on est parti jusqu'à Paramaribo. Et à Paramaribo, j'étais d'abord chez un autre tonton, un cousin à ma mère.
À ce qui paraît, j'étais un enfant terrible. Donc j'étais souvent puni, ça je me souviens de cette étape-là. Et après, genre, je crois que c'est un mois ou deux après, il y a ma belle-mère de l'époque qui est venue me chercher chez mon tonton. Et elle avait 2 fils de mon âge. Donc c'était royal. Ça se passait super bien. J'ai pas regretté de partir chez mon oncle. Et donc de là, après, je suis resté 1 mois et demi chez ma belle-mère. Ensuite, on a pris la voiture. D'abord de Hatchoni à Paramaribo, c'était le camion parce qu'avant la route, c'était de la piste. Donc les voitures sur une piste, c'est pas trop commode. Donc c'est des gros camions. Tu partais de Hatchoni pour arriver à Paramaribo, si t'avais mis un t-shirt de n'importe quelle couleur, il devenait orange. Même les cheveux, ils devenaient orange. Nous, en tant que noirs marrons, on n'était plus marrons, mais orange. Et après, de Paramaribo, on a pris la voiture jusqu'à Albina, c'est-à-dire à la frontière avec la Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni de l'autre côté. Et de là, on a repris la pirogue de Saint-Laurent de Albina jusqu'à Saint-Laurent. Et de Saint-Laurent, je suis resté chez mon autre oncle, c'est-à-dire le petit frère à mon père. Lui, il aime beaucoup la chasse, la pêche et tout, donc c'était aussi royal. Il habitait en pleine nature. Je me rappelle, le quartier s'appelle Vietnam. Bon, maintenant, c'est la ville. Bon, il l'appelait Vietnam, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y avait des Vietnamiens à l'époque, ou ça ressemblait au Vietnam, je sais pas. De là, j'ai repris la voiture pour arriver à Kourou. Ok. Et lors de ton arrivée à Kourou, du coup, tu vis avec ton papa. Est-ce que tu peux expliquer où est-ce que vous êtes logé et est-ce que cette période, elle était cool pour toi? Alors, elle était super cool, cette période, parce que c'est toute ma vie, on va dire. Quand j'ai commencé à être conscient de plus de trucs, c'était au village Saramaka. Donc avant, c'était ghetto, quoi. C'était genre favelas. Mais l'ambiance était cool, très festive, très convivial. Tout le monde se connaît. Je connais tous les parents de tout le monde. Les parents aussi, ils connaissent tous les parents. C'est-à-dire que t'es surveillé. C'était aussi un peu Big Brother pour nous les enfants. Parce que tu peux pas trop faire de bêtises à part quitter le village pour aller dans la savane ou aller dans les rivières. Parce que c'était quand même dangereux, quoi, de s'aventurer, genre à la plage, sans savoir nager, ou dans les rivières, parce qu'il y a des anguilles électriques, il peut aussi y avoir des anacondas, ce genre de trucs et tout. Donc c'était quand même... tous les parents protègent leurs enfants, quoi. Donc voilà, une super période de ma vie. Et du coup, à ce moment-là, t'es scolarisé. Est-ce que tu peux décrire ton parcours scolaire? Vu que je suis arrivé du Suriname... J'ai pas été scolarisé tout de suite. Je crois que j'ai été à l'école, j'avais 8 ans ou 9 ans quand j'étais à l'école. Mais avant d'aller à l'école, je suis passé par le secours catholique qui donnait les cours de base, quoi. C'est-à-dire relier 2 syllabes, que 2 lettres, ça pouvait faire un tel et tel son. Donc apprendre l'alphabet, un peu les mathématiques. Et tu faisais ça genre 1 an ou 3 mois, ça dépendait comment... je pouvais évoluer, quoi, en fait. Et moi, ça m'a pris, je crois, 1 an ou 6 mois, un truc comme ça. Et après, l'année d'après, j'étais à l'école Maximien Sabar, à Kourou. Et du coup, après, tu fais ton collège et ton lycée à Kourou? Non, j'ai fait... quand j'ai intégré l'école, d'abord, j'ai fait ce qu'on appelle une... ça change de nom tous les ans. Je crois que c'est une classe d'adaptation. UPE2A? Ouais, je sais pas comment ça... Avant, ça s'appelait CLIS ou CLIN, je sais plus. Voilà. Et donc, c'était... j'avais un jour en CLIS, puis un autre jour en classe normale. Je crois que j'ai fait ça pendant 1 an, le temps de bien apprendre à parler français et tout. Et après, ça s'est écoulé normalement. Bon, j'ai été en CLIS jusqu'en CM2. Au collège, j'ai été aussi dans une classe d'alphabétisation parce que j'avais pas le niveau.
Donc c'est là que c'est au collège que je me suis vraiment transformé, que j'ai vraiment appris à lire, à écrire, parce que la compréhension, c'est important pour comprendre ce qu'on te demande de faire. C'est pas forcément que t'es bête. Si tu comprends pas, tu peux pas exécuter. Donc, j'avais des difficultés. Et après, au collège, j'ai travaillé. J'ai lu des livres, j'ai participé au club théâtre de mon collège, ce qui m'a permis d'améliorer ma diction. J'étais très timide, ça m'a permis aussi de m'ouvrir, de devenir un peu plus sociable avec les gens. Donc voilà. Après, mon lycée, je l'ai fait sur Cayenne. Voilà. Jean-Marie Michotte ici, en face du jardin botanique. Et du coup, après ton bac, tu avais fait plusieurs vœux. Est-ce que tu peux nous dire quels vœux tu avais fait et où tu es allé finalement? Alors, après mon bac, j'ai fait 4 vœux. Mon premier vœu, c'était pour le UT de Kourou, parce qu'il est quand même 5e de France. Donc ça m'aurait ouvert plein de portes. Mais bon, c'était sur dossier, donc j'ai pas été pris. Mon second choix, c'était l'école d'infirmier ici à Cayenne. Et mon troisième choix, c'était un BTS en génie civil à Aix-en-Provence. Et mon quatrième choix, c'était un BTS Elvotech à Cahors, au lycée Gaston Monnerville. Et du coup, c'est là que t'es allé? Et du coup, j'ai été pris que dans 2. Et finalement, j'ai été pris à l'école d'infirmier et au BTS de Cahors. Mais comme je voulais de l'aventure, je suis parti à Cahors. Et du coup, ta première année d'étudiant à Cahors, est-ce que tu peux décrire comment ça s'est passé, l'adaptation, le climat, tout ça? Le climat, ça m'a fait un choc. Bon, je suis arrivé en été, donc ça allait, il y avait des arbres, les arbres avaient des feuilles et tout. Les gens étaient très conviviables. Mais quand l'hiver est arrivé, c'est là où il y a eu un gros choc. C'est les arbres, plus d'arbres, plus de feuilles. Les gens, un peu plus se renfermer sur eux. À 19, 18 heures, des fois c'est 17 heures, il fait nuit. Et 18 heures, il n'y a plus personne dans les rues, quoi. C'était un gros choc. Choc thermique, choc culturel, choqué, quoi. Dépression. Ouais. Et du coup, la deuxième année, c'est une année où moralement ça allait beaucoup mieux. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? La deuxième année, ça allait beaucoup mieux, oui. Le hasard, le rendez-vous céleste a fait que j'ai recroisé mon pote d'enfance avec qui on a pris le même avion pour venir en métropole. Je le recroise, c'est pas que je le recroise, je l'appelle à la fin de ma première année pour savoir comment son année s'était passée et tout. Est-ce qu'il avait réussi, est-ce que c'était pas trop difficile et tout. Et il m'a dit que il a redoublé, que c'était trop difficile, que il avait besoin d'avoir une seconde année pour avoir une remise à niveau, ce qui était aussi mon cas. Donc je dis ok, c'est royal. Hein. Et du coup je lui demande alors t'as trouvé autre chose? Il m'a dit oui, j'ai trouvé un autre lycée. Je dis ah bon? Il m'a dit oui. Je dis c'est où? Il m'a dit à Cahors. Je dis ah c'est cool ça. Mais c'est quel lycée? Il me dit Gaston Monnerville. Je dis wow, c'est pas vrai. Et je lui dis mais tu sais quoi, moi je suis à Cahors. Il me dit non, c'est pas vrai, là on s'est bien pris. Oh. Et finalement il est venu à Cahors. Donc on s'est vu à la gare, je suis allé le chercher et tout. Moi j'étais super content, lui aussi, c'était royal. Et il est venu faire l'inscription, parce qu'il avait aussi son stage de fin d'année. Moi aussi j'avais mon stage. Donc il a fait son inscription, après il est reparti. Et moi j'ai trouvé un appartement en 3 jours, ce qui a été royal. Il était super content aussi. Après c'était le feu, quoi. C'était, voilà. Ma vie là avait vraiment changé. Il fallait quelqu'un avec qui je pouvais m'épanouir. Bon, après, c'était pas que les gens là-bas sont pas bien, tu vois, mais on n'a pas le même délire, c'est pas le même
la même façon de penser. Bon, après, c'est aussi le fait que j'étais tout seul, en fait. Mais après, j'ai aucun problème à me faire des amis parce que j'ai eu beaucoup d'amis là-bas. On est toujours en contact, d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Bon, ça fait 1 an et demi que je suis rentré, mais le fait d'avoir quelqu'un du pays, tout avec toi, de faire les galères ensemble et tout, tu vois, c'est un peu plus encourageant, quoi. Et du coup, tu as passé 15 ans en métropole et tu faisais des petits allers-retours au Suriname pour aller voir ta famille. Ouais. Pourquoi est-ce qu'au final, tu as décidé de rentrer à Cayenne? Alors, j'ai toujours essayé de garder le lien. C'est-à-dire, bon, j'ai des potes, eux, ils sont partis, ça fait 20 ans. Ils sont toujours pas rentrés, ne serait-ce qu'une fois, tu vois. Ils ont perdu leurs parents, ils sont toujours là-bas. Mais moi, en fait, c'est que au départ, j'étais parti pour 2 ans, tu vois. Et 2 ans, c'est-à-dire 2 ans de BTS. Et au final, je suis resté 15 ans. Bon, j'ai un souvenir que ma grand-mère, elle m'avait dit, elle me disait souvent que toi, tu sais pas aller quelque part et revenir. Tu vois, genre par exemple, je lui dis, je vais chercher du pain, je reviens dans 5 minutes, tu vois. Certes, je vais aller chercher le pain, mais je vais revenir dans 20 minutes ou des fois 1 heure, tu vois. Et elle m'a dit ça, tu vois. Et le fait que j'étais là-bas, quand les 2 ans sont passés, je suis revenu au bout de 1 an, mais après les 2 ans de BTS sont passés, 3e année de BTS, elle est décédée, tu vois. Et j'étais toujours pas revenu, quoi. J'avais ce pincement-là au cœur, mais il y a aussi le fait que je suis l'aîné de ma famille. Je disais, j'ai quand même fait 15 ans là-bas, et que mes parents commencent à vieillir. Mes petits frères et petites sœurs, j'ai envie d'être pas très loin, tu vois, pour pouvoir essayer de les cadrer et tout, tu vois, leur donner un coup de main. Et aussi apporter toute l'expérience et mon côté technique que j'ai pu développer et acquérir en métropole. Voilà, c'était ça le but, en fait, de revenir au pays pour apporter mon plus. Oscar est donc arrivé sur le territoire français avant ses 13 ans. S'il parvient à le prouver, la loi française lui octroie un droit au séjour. Il pourra donc obtenir ce qu'on appelle un titre de séjour de plein droit, qu'il devra demander avant ses 19 ans. Donc il y a peut-être cette séparation à faire entre... il y a des gens qui ont des droits au séjour, qui sont conjoints de Français, qui ont des enfants français, ou qui sont conjoints de personnes en situation régulière. Ils ont des droits au séjour à faire valoir. Il faut juste réunir les preuves et ils peuvent demander leur titre de séjour. Et il y a les gens qui n'ont pas vraiment de droit au séjour, en tout cas c'est pas inscrit de plein droit dans la loi, et qui vont devoir demander une régularisation. Et la régularisation, c'est exceptionnel et c'est sur décision du préfet. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer les démarches que tu as engagées dès tes 6 ans pour être régularisé? Alors, j'ai fait ma scolarité normale jusqu'au collège. C'est-à-dire au collège, il fallait passer le brevet. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'était pas ça, en fait. Il fallait des papiers. Donc, c'est au collège, en 3e, que j'ai fait mon premier passeport. C'était super galère. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas encore le consulat à Cayenne. Donc, pour faire quoi que ce soit, il fallait aller apparemment à Ebo. Donc, j'ai dû bosser l'été, une partie payée pour pouvoir avoir des sous. Aller au Suriname, faire tous les papiers, ensuite revenir à la préfecture, ici à Cayenne. Mais ce qui m'a aidé, c'est que je faisais partie du club de rugby de Gourou, le RCK. Et on avait tout gagné ici en Guyane. Donc les 2 entraîneurs qu'on avait, ils étaient super contents de nous. Donc ils ont contacté les clubs, leurs clubs respectifs dans leur région de métropole. Et ils ont organisé un voyage pour nous. Et c'est ça qui a boosté le fait que j'ai eu mon premier titre de séjour de 1 an. En fait, c'était un récépissé au départ de 3 mois. Bon, j'ai pu partir avec. Après, au lycée, c'est au lycée que j'ai commencé à faire les démarches pour avoir mes papiers que j'ai eu 1 an. Après, ensuite, c'était 1 an.
L'histoire d'Oscar m'a rappelé celle d'une femme que j'ai rencontrée lors de ma première permanence. Elle me racontait être arrivée à 15 ans en France. Elle a fait tout son lycée ici, en Guyane. Elle rêvait d'être infirmière. Malheureusement, elle a dû y renoncer car pour passer les concours d'entrée, elle aurait dû présenter des papiers qu'elle n'avait pas. Alors elle s'est tournée vers un BTS en analyse biomédicale. Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle finissait ses 2 ans de cursus par un stage qui lui plaisait beaucoup. On lui a proposé un poste à l'hôpital où elle était stagiaire. Malheureusement, pour l'accepter, elle a besoin de papiers et du droit de travailler. Elle se lançait donc dans une procédure de régularisation, dans l'espoir de pouvoir accepter ce travail. Ainsi, en France, 1 emploi sur 5 est fermé aux personnes non ressortissantes de l'Union européenne. Les causes sont diverses, les concours d'accès qui nécessitent des papiers français, des professions comme notaire ou buraliste qui leur sont carrément interdites et j'en passe. Il y a un truc impressionnant, c'est que sur les titres de séjour que tu as, en Guyane ici, dessus, c'est écrit « autorise le travail en Guyane ». C'est-à-dire que si tu pars en métropole avec, tu ne peux pas travailler. Tu es obligé de faire un changement pour que tu puisses travailler en métropole. C'est pour ça que du coup, tu as demandé un titre de séjour en métropole. Voilà. Quand je suis arrivé en métropole, mon titre de séjour, moi j'étais étudiant, mais avec mon titre de séjour, ils l'ont changé. J'avais un titre de séjour vie privée et familiale ici en Guyane, mais quand je suis arrivé en métropole, on m'a donné un titre de séjour étudiant. Ça veut dire que je pouvais faire que des études. Et ça pendant presque 8 ans. J'avais ça. Et j'ai travaillé, j'ai fait des formations, je pouvais travailler en métropole. Ce que j'avais, c'était autorisé son titulaire à travailler à titre accessoire. Donc je travaillais que pendant les vacances. Le reste du temps, je faisais des études ou des formations. Ainsi, Oscar a étudié en France toute sa vie. Le contribuable a pris en charge son enseignement, pourtant on ne lui accorde pas le droit de travailler à plein temps pendant les 5 ans qui précèdent ses études. Le pays se prive ainsi de nombreux travailleurs alors même qu'ils paient leurs études. Notons d'ailleurs que la proportion des personnes diplômées est plus importante parmi les personnes étrangères en France qu'au sein de la population française dans son ensemble. En 2019 par exemple, 20% de la population française est diplômée du supérieur, alors que c'est le cas de 35% des femmes et 25% des hommes primo-arrivants en France depuis 5 ans. Finalement, Oscar obtiendra un titre de séjour de 2 ans qu'il renouvellera, puis un titre de 5 ans. Ces 2 titres lui donneront le droit de travailler. Il fait la demande pour un titre de 10 ans auprès de la préfecture du Tarn-et-Garonne avant de décider de rentrer à Cayenne. Quelques mois plus tard, la préfecture du Tarn le convoque pour récupérer sa carte de séjour de 10 ans. Il l'a enfin obtenue. Malheureusement, il se trouve maintenant à 6700 km de là et ne peut pas aller la chercher à cause du Covid. Il demande le transfert de cette carte de séjour à la préfecture de Cayenne, mais depuis 2 ans, il ne parvient pas à l'obtenir. Pour le moment, donc, Oscar vit avec des récépissés. La préfecture délivre ce document aux personnes dont elle est en train de traiter la demande pour que leur situation soit régulière. Certains récépissés, comme celui d'Oscar, donnent un droit au travail. Il faut le renouveler tous les 3 mois. Pour Oscar, ça fait maintenant 2 ans qu'il attend une réponse de la préfecture de Guyane et qu'il doit, tous les 3 mois, renouveler son récépissé. Le renouvellement est difficile à Cayenne car la préfecture n'a pas de dispositif très encadré spécialement pour les récépissés. J'ai demandé à Oscar s'il parvenait à comprendre où en était sa situation et à faire renouveler ses récépissés. Eh bien, alors, c'est-à-dire que quand je suis arrivé de métropole, j'ai fait le nécessaire pour que mon dossier de métropole soit transféré ici. Et vu que là-bas, j'avais un titre de séjour et puis une nouvelle demande qui était en cours, une carte qui a été faite, normalement, vu que j'ai fait la démarche nécessaire, j'aurais dû être contacté parce que ils me disent à chaque fois que je vais là-bas, j'arrive pas à avoir quelqu'un parce que j'ai un récépissé qui me délivre et qui me disent votre dossier, en gros, si je comprends bien, c'est que mon titre de séjour n'est pas encore prêt parce qu'il me délivre que des récépissés, j'ai pas d'autres réponses. Je ne peux voir personne, les gens qui nous délivrent, on est un peu comme des saïmiris derrière la cage, on nous tend des bananes. C'est-à-dire,
tu viens tous les 3 mois avec ton récépissé, une photo d'identité, que tu fais la queue pendant des heures. Ça peut arriver que des fois, tu retournes chez toi. Et c'est ouvert lundi, mardi et le jeudi. Mais des fois, c'est tellement overbooké que tu passes pas, quoi, en fait. Donc, tu es obligé de revenir sur la semaine prochaine. Et ce qui fait que tu perds des semaines de travail, sachant qu'il faut payer le loyer, l'électricité, l'eau, manger, se restaurer et tout. Et on est quand même en Guyane, dans laquelle la vie elle est chère, quoi. Le loyer, c'est pas tout. Être reçu à la préfecture est compliqué. Il faut faire la queue très tôt, plusieurs heures avant l'ouverture pour espérer entrer. Pour donner une idée, la préfecture ouvre à 8h et il est fréquent de voir des personnes devant la préfecture dès 5h du matin. La difficulté est telle que certains paient pour une place dans cette longue file d'attente. Certains proposent ainsi de faire la queue très tôt pour garder la place. On s'assure ainsi d'entrer dans le bâtiment sur les horaires d'ouverture. Cette prestation coûte environ 50 €. Il est fréquent que les tentatives de renouvellement échouent et que la date de péremption de notre récépissé soit dépassée. Heureusement, Oscar est parvenu à se libérer tous les 3 mois et à atteindre la préfecture et à faire renouveler son récépissé jusqu'à aujourd'hui. Il n'a donc jamais été en situation irrégulière. Je lui ai demandé si ces coupures dans son emploi du temps ou même le fait d'avoir un récépissé lui posait des difficultés pour trouver du travail. La difficulté, c'est que je fais des entretiens, ils voient mon CV, l'expérience, ma posture et tout. Ils sont d'accord pour me prendre, mais après, je leur dis ce qui va pas aussi, quoi. C'est-à-dire que je peux trouver un accord, mais moi j'ai ça comme problème. C'est-à-dire, depuis que je suis là, j'ai des papiers qui ne me permettent pas de pouvoir signer, par exemple, un CDI, parce qu'au niveau administrativement, ça ne passe pas, en fait. Pour que ça puisse passer, il aurait fallu que j'ai au moins un titre de 1 an ou 2 ans pour pouvoir signer un CDI. Et pour moi, ça pose problème parce que, notamment là, j'ai travaillé 1 an chez Cogit, 1 an avec des titres de renouvelés tous les 3 mois. J'ai eu 2 contrats de 2 CDD de 6 mois qui n'ont pas pu aboutir. J'ai les preuves, hein, j'ai des mails de ma boîte intérim et tout, que j'ai moi-même envoyé à la préfecture. J'ai pas eu de retour. Même là, le dernier entretien que j'ai passé, c'était il y a 1 semaine. Et si j'avais mes papiers, là, normalement, à cette date-là, aujourd'hui, le 29 juin, là, je devais être en métropole à Marseille pour une formation de 1 mois. Et puis attaquer à la fin du mois, quoi. Donc c'est très, très pénalisant. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Eh bien, j'espère que ça va changer quelque chose, ce témoignage, parce que je sens que d'ici 2 mois, si j'ai encore 3 mois, je vais appeler Radio Pays parce qu'il y a un répondeur exprès pour tous ceux qui ont envie de passer un message, que ce soit pour un remerciement ou pour une gueulante, pousser une gueulante. Et je pense que je vais pas tarder à pousser une gueulante, quoi, parce que c'est quand même aberrant. Je fais toutes mes études ici, si c'est chez moi, quoi. Je voudrais remercier Oscar pour son témoignage et l'équipe de la CIMAD pour ses explications et relectures. Le montage de cet épisode a été réalisé par Pierre-Éloi Fresneau avec des musiques de Morgane Alibert.